Bonsoir à tous, je suis très heureuse. Je vais quand même mettre mon heure pour respecter. Voilà, tac. Non, non, mais c'est mieux les chiffres. Alors, donc je suis très heureuse. Alors nous avons avec Axel validé le principe universel et néanmoins français de la galanterie. Et donc, c'est moi qui commence. C'est comme ça que ça a été posé. Alors, rapidement, sur ce rôle des vulnérabilités, mon propos va être, bien sûr, général, mais dans un second temps, bien sûr, avec les questions, on viendra resserrer cela. Alors, la vulnérabilité, vous le savez, ça renvoie à vulnus, la blessure, ça veut dire ce qui peut être blessé. Je veux dire par là que c'est pas, je ne veux pas rentrer dans un débat sur fragilité ou vulnérabilité, mais on va dire que la vulnérabilité, il y a une forme de double peine possible, dans le sens où, indépendamment d'une fragilité interne, il y a aussi le contexte, en tout cas moi c'est comme ça que je l'entends, il y a un rapport plus écosystémique avec le fait que je peux être blessé aussi par autrui et pas simplement par moi-même, et donc il y a un renforcement, je dirais, de la fragilité. Et c'est peut-être pour cela qu'on va parler de vulnérabilité sociale plus que de fragilité sociale. Mais encore une fois, on est dans cette question de, effectivement, ce qui peut être fragilisé, ce qui peut être blessé. On dit souvent que la vulnérabilité, il y a une condition ontologique, structurelle de l'humanité. Et c'est pas simple, je dirais, à la fois de reconnaître ce caractère ontologique, de ne pas le nier, parce que je pense que bien évidemment la vulnérabilité est structurelle de la condition humaine, et en même temps de ne pas assigner à résidence, et de ne pas assigner à résidence vulnérable celui qui est posé comme vulnérable. Et donc il y a une gageure qui est de ne pas ontologiser davantage la vulnérabilité tout en la reconnaissant, tout en n'assignant pas dans l'assistanat, tout en essayant précisément de reconnaître la vulnérabilité, deux, en même temps, immédiatement sublimer, réparer et tenter de dépasser cette vulnérabilité. Ricoeur nous a enseigné que voilà, autonomie et vulnérabilité ne s'opposent pas. Il n'y a pas les autonomes d'un côté, les vulnérables de l'autre. Il y a ceux qui traversent les vulnérabilités et densifient à l'aune de ces épreuves de vulnérabilité leur autonomie. Et puis il y a ceux qui, à un moment donné, nous tous, la traversée de cette vulnérabilité est plus compliquée. Et donc je dirais que est vulnérable celui qui, à un moment donné, n'arrive plus à se défaire d'une vulnérabilité. Traverser une vulnérabilité, voilà, c'est comme la santé. Quand Guillaume disait qu'est-ce que la santé, c'est tomber malade et s'en relever. C'est pareil avec l'autonomie. L'autonomie, c'est traverser les vulnérabilités et s'en relever. À partir du moment où vous êtes fixé et où il y a une entrée dans l'irréversible par rapport à cette question de la vulnérabilité, pour le coup, elle devient problématique. Et c'est là où on va parler plus spécifiquement, sans doute, d'une vulnérabilité. Donc cette différence entre autonome et vulnérable, là aussi, l'éthique du Caire. L'éthique du Caire est une éthique qui a été mise en place dans les années 70-80, essentiellement d'abord anglo-saxonne, américaine, avec une penseur qui s'appelle par exemple Gilligan. Et si vous vous souvenez, Gilligan a d'abord théorisé cette éthique du Caire en la genrant, en considérant que, en se posant la question de savoir si les femmes et les hommes avaient une approche similaire de la morale. Et son étude, entre guillemets, sur les campus américains, elle est allée tester comme ça les uns et les autres pour savoir ce qu'ils pensaient des valeurs morales, comment ils situaient et comment ils se situaient, notamment par rapport à la question de la vulnérabilité, et de dire précisément, il y a une approche genrée de la morale, les femmes sont davantage soucieuses, non pas d'un aspect objectif de la relation, mais plutôt elles vont chercher à préserver les relations en présence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu de s'attacher directement à leur intérêt, elles vont d'abord se soucier de l'écosystème dans lequel est pensée cette solution.
Exemple type, dois-je prendre ce travail ? Au lieu de penser simplement par rapport à moi-même, elles vont se dire, non, est-ce que le fait de prendre ce travail va mettre en danger les relations de la famille, du rapport avec le mari, etc., etc. Bien évidemment, rien d'ontologique à tout ça, nous dit Gilligan, c'est simplement la vérité, temporaire d'un moment historique, d'un moment sociologique, d'un moment culturel, mais c'est ainsi. Et puis un deuxième temps, plus intéressant par rapport à la question de la vulnérabilité, va être posé avec Tronto, c'est-à-dire Johan Tronto, qui arrive dans les années 90, qui va sortir un livre qui s'appelle Un monde vulnérable, je crois, ou pour penser avec la vulnérabilité, je ne sais plus comment le texte est traduit, où elle va poser que, en fait, il n'y a pas, bien évidemment, de monde, il n'y a pas de cité, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de démocratie, sans le fait de comprendre que la norme qui constitue, au sens de la normativité qui constitue l'état de droit, c'est la question du vulnérable. Et donc, à ce moment-là, Tronto pose qu'aucun monde n'est habitable si ce monde-là ne fait pas l'objet d'un soin, et si donc on ne considère pas d'emblée qu'on doit porter soin à autrui pour qu'il advienne en tant que sujet. Et elle va faire une analyse très précise de la vulnérabilité en expliquant précisément que notre monde est à la fois, dans sa réalisation la plus parfaite, le fruit, je dirais, de cette interaction juste, ingénieuse, créatrice avec la vulnérabilité, et c'est la question de la solidarité et de la manière dont nous constituons un monde. Et puis aussi, notre monde est aussi ce qui va rendre invisible sans cesse cette question de la vulnérabilité, et notamment parfois notre monde, sous influence plus néolibérale ou que sais-je, enfin tout ce qui s'appelle la rationalisation économique, la volonté de performance à tout crin, etc. Et donc elle va essayer de montrer comment nous organisons l'invisibilité de la vulnérabilité dans un premier temps, et ensuite comment nous organisons conjointement l'invisibilité de ceux qui s'occupent des plus vulnérables. Et donc, c'est tout le processus d'invisibilisation sociale qui est mis en scène chez Tronto et qui est extrêmement bien dénoncé, où là aussi, elle ne dit pas le monde ne se sépare pas entre d'un côté les vulnérables et de l'autre côté ceux qui ne sont pas vulnérables. Tout le monde est vulnérable, sauf qu'il y a ceux qui savent organiser l'invisibilité de leur vulnérabilité en faisant porter sur d'autres cette vulnérabilité, notamment. Et puis il y a ceux qui sont incapables de rendre invisible leur vulnérabilité et qui, de ce fait-là, sont d'autant plus stigmatisés. Et donc c'est tout le process de stigmatisation, de discrimination, mais aussi de dénégation, de dévalorisation de la vulnérabilité. Et puis dernier point, elle rajoute en plus sur l'invisibilisation sociale de ceux qui s'occupent des vulnérables, ce que nous pouvons appeler les aidants, mais pas que les aidants. En anglais, on dit caregivers, mais c'est tous ceux qui produisent du soin aux plus vulnérables. Ceux-là, généralement, soit ils sont naturalisés, dit-elle, c'est-à-dire qu'on va les féminiser, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ces qualités de soins portés aux vulnérables, en fait, sont naturelles et donc sont féminines, en gros. Et pourquoi on fait cela ? Pour dévaloriser financièrement cette aide. Et donc, si c'est féminin, c'est naturel, donc ça ne sert à rien de payer. Et parce que, elles sont faites pour ça, les femmes, ça c'est le système très 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 lointain, bien sûr. Et puis en même temps, on sait tous ici comment l'économie organise encore la féminisation d'un système pour, encore une fois, à la fois le dévaloriser financièrement et puis le dévaloriser même académiquement. Donc elle raconte tout ça, tout ce process, en expliquant que, encore une fois, ça c'est l'ambivalence qui structure nos sociétés, mais que la vérité de l'état social, encore une fois, c'est précisément l'inverse, au sens non pas de simplement fabriquer une solidarité envers les plus vulnérables, mais de fabriquer la seule condition de possibilité d'habiter le monde.
ce qui est quand même pas tout à fait la même chose. Parce que vulnérabilité et singularité vont de concert. Et qu'à partir du moment où vous mettez à mal la vulnérabilité, de manière beaucoup plus générale, derrière, vous mettez à mal la singularité. Et pour ma part, je travaillais beaucoup sur ce lien entre vulnérabilité et singularité, en expliquant que nos systèmes aujourd'hui de réification, comme on dit, de chosification des êtres, c'est-à-dire qu'on vient précisément attraper tout ce qui n'est pas normalisé dans l'être pour, je dirais là aussi, le dévaluer, le chosifier, le rendre interchangeable, que sais-je. Enfin, on a tous ce sentiment, j'ai utilisé pour ma part le terme de remplaçabilité, donc on a ce sentiment de remplaçabilité auquel nous sommes confrontés, et qui nous rend d'ailleurs vulnérables parce qu'il nous rend malades, à partir du moment où l'état de droit vient régulièrement nous signifier notre remplaçabilité, l'individu que nous devenons, nié dans cette singularité qui est la sienne, n'est plus à même de défendre l'état de droit. Donc ça, c'est tout à fait intéressant de voir que l'état de droit, en venant chercher des poux constants aux vulnérables que nous sommes, à un moment donné, ces vulnérables que nous sommes auront absolument perdu leur sentiment de singularité et à partir de ce moment-là, rentreront dans un phénomène quasi psychotique de machines automatiques, alors, effectivement, qui ne seront plus vulnérables, mais qui ne seront plus à même aussi de défendre l'état de droit. Et donc on voit là que défendre la vulnérabilité et défendre la singularité d'un individu, si dans un premier temps on a une fausse idée du fait que ce soit simplement de l'assistanat, en fait, dans un deuxième temps, on se rend compte que c'est un pilier structurel de la démocratie. Alors aujourd'hui, les situations de démultiplication de la vulnérabilité, là aussi, sont constantes. On a un individu qui est pressurisé de toutes parts, réchauffement climatique, déplacement, migration, exil, etc. Donc là, vous avez une pression anthropocénique, entre guillemets, qui s'abat sur l'individu, qui va créer des nouvelles vulnérabilités structurelles, catastrophes naturelles, etc. Et donc là aussi, cette vulnérabilité qui paraît pour certains très très loin de nous, en fait, de manière écosystémique, elle se rapproche beaucoup plus. Nous serons pris dans ces mouvements d'affaiblissement des individus. Bien évidemment, c'est la précarisation du monde du travail, la mondialisation, qui là aussi mettant en concurrence les systèmes sociaux fait que ce sont des situations renforcées de vulnérabilité. Et là aussi, si nous considérons que cette vulnérabilité est une chose absolument atroce, nous allons a priori détruire quasiment l'intégralité de tous les travailleurs. C'est bien évidemment la question de la pression intelligence artificielle demain, c'est-à-dire tout cet univers cybernumérique qui fait que là aussi la pression sur l'individu, sur ce qu'on pense être l'individu est quelque chose qui est lourd. Et puis c'est ici la question de la santé, bien sûr, l'allongement de la vie, qui est une magnifique nouvelle, mais qui fait que, là aussi, nous avons, certes, nous nous battons pour faire une entrée dans la dépendance la plus tardive possible, mais l'allongement de la vie, structurellement aussi, amène de la vulnérabilité, amène du polypathologique, amène le fait qu'il y a de plus en plus d'aidants. Vous savez qu'aujourd'hui, la moitié des salariés, que ce soit déclarés ou pas, sont des aidants. Et que donc la question de la vulnérabilité, elle est aussi structurelle à la vie quotidienne. Et puis on a également toute la question des maladies chroniques qui sont devant les maladies infectieuses aujourd'hui, en tout cas dans notre pays, et qui structurellement, là aussi, font que la vulnérabilité, d'une certaine manière, devient une sorte de partenaire classique, encore une fois, de nos vies. Alors, toute l'idée étant de ne pas faire une entrée dans la vulnérabilité comme quelque chose d'irréversible. Alors, l'enjeu, c'est quoi ? L'enjeu, c'est de se dire quel type d'approche. Tout à l'heure, Édouard a dit, voilà, nous défendons l'idée d'une vulnérabilité comme levier économique, etc. Oui, je pense que de toute façon, ça fait aussi partie du discours qu'il faut défendre, mais indépendamment, je pense que c'est vrai, de fait, puisque à partir du moment où structurellement la vulnérabilité devient quelque chose qui nous touche de plus en plus, de fait,
le marché est là. Le marché est là puisque la vulnérabilité, que ce soit sur des questions environnementales, que ce soit des questions de santé, que ce soit des questions de travail, que ce soit des questions d'éducation, etc., à un moment donné, nous y sommes. Nous y sommes confrontés, et ça, plusieurs fois dans notre vie. Et en plus, c'est une bonne nouvelle. Donc, je veux dire par là que l'enjeu va être d'affronter et de se relever de ces vulnérabilités. Mais donc, il va falloir nous créer les outils pour avoir ce que nous essayons à la chaire de philosophie à l'hôpital d'avoir, c'est-à-dire une approche capacitaire de la vulnérabilité. Et donc une approche capacitaire de la vulnérabilité, je donne juste quelques exemples, mais c'est assez drôle de voir que lorsque, à la chaire de philosophie à l'hôpital, nous avons voulu commencer un travail sur la vulnérabilité, et notamment les situations de handicap et de personnes âgées, puisque c'est ça qui était spécifiquement demandé, qui nous a rejoint, l'école des mines, et l'école des mines nous a rejoint pour précisément, pourquoi ? Pour s'interroger sur, mais tiens, quel est le régime de conception des plus vulnérables d'entre nous ? C'était ça la question méta qui intéressait l'école des mines. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a une chose en modèle mathématique qui s'appelle la générativité de concept. Et la générativité de concept, elle est toujours liée à de l'hypercontrainte. Or, la vulnérabilité, c'est de l'hypercontrainte. Alors, vu comme ça a l'air un peu théorique, mais de fait, à partir du moment où on commence à renverser un peu les perspectives, on comprend que, oui, tout d'un coup, bien évidemment, et l'histoire a montré que l'ingénierie, l'invention, très souvent, ont été connexes à des situations de vulnérabilité très fortes. Alors tout l'enjeu est bien sûr de vérifier quel type de vulnérabilité. Est-ce qu'il y a des vulnérabilités sectorielles ? Est-ce qu'il y a des vulnérabilités qui sont beaucoup plus matricielles, et donc qui prennent comme ça à cœur toute une série qui empêchent toute une série de choses, et tout l'enjeu est de retourner ça. Mais voilà, comment on crée cette résilience-là, et comment on travaille à faire une grande générativité de concepts à partir des situations vulnérables qui sont les nôtres, c'est un point. Je dis juste que vous avez peut-être tous entendu parler du JUGAD, le JUGAD qui est on pourrait dire cette ingénierie du malheur. Bon, c'est pas défini comme ça, mais c'est quand même un peu ça, c'est-à-dire, en gros, à partir du moment où vous êtes dans des situations extraordinairement misérables, et en même temps, vous allez aller chercher dans une configuration la plus frugale possible, parce que de toute façon, il n'y a pas de moyens, vous allez aller chercher quelque chose qui va sublimer la situation qui est la nôtre. Donc, comment on pense ça, comment on invente cette approche capacitaire de la vulnérabilité, comment on essaye de comprendre que quand nous sommes vulnérables à un endroit, nous ne sommes peut-être pas vulnérables sur d'autres endroits, et que donc à ce moment-là, il est important de venir solliciter ces autres endroits pour nous préserver d'une certaine vulnérabilité qui est la nôtre, comment on ne dramatise pas, comment on n'installe pas dans une victimisation, et en même temps, comment on pratique tout de même une éthique de la reconnaissance de cette vulnérabilité. Et comment on suscite chez celui qui est en face de nous et qui va avoir besoin d'une aide, comment on suscite, moi je suis psychanalyste, une sorte de capacité d'auto-soin, c'est-à-dire vous savez très bien que un des gros problèmes dans la vulnérabilité, c'est que celui qui se sent vulnérable ne se sent plus dans la capacité d'être une ressource pour lui-même. Et que donc il y a une sorte de premier contrat de confiance avec soi-même qui est brisé. Et donc il y a toujours un travail pas de renarcissisation, mais il y a quand même un travail d'aller à un moment donné venir réparer quelque chose dans une faille comme ça, narcissique, qui s'est posée. Et généralement, très souvent d'ailleurs, on n'a pas toujours le temps pour aller travailler sur ces données-là. Voilà, j'ai fait mon temps. Et j'ai posé les problèmes, et vous avez bien vu, j'ai posé des questions, et Axel a dit, c'est moi qui fais les réponses. Et moi, j'ai dit, très bien, puisque c'est comme ça, je suis d'accord, et donc je donne à Axel la parole.